Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler d'une information qui vient de tomber, à l'heure où je m'enregistre, il y a quelques minutes, quelques heures, le nouveau projet de Super League. La Super League revient sur la table et cette fois peut-être pour de bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de toutes les informations qui viennent de sortir et je vous donnerai mon avis. Est-ce que ça va véritablement se faire? Est-ce que ce serait une si mauvaise chose? On est parti. En gros, c'est monsieur Bernd Reichardt qu'on a ici en image, qui est le mec qui est à la tête de l'agence de communication de la Super League, qui a envoyé un communiqué il y a quelques heures. La Super League dévoile les détails de sa nouvelle version. Ça a été relayé par à peu près tout le monde dans la presse. Ça, c'est un article du Guardian. Jusqu'à 80 équipes et toutes les places attribuées au mérite. L'Athletic aussi, entre 60 et 80 équipes. Eurosport. En l'occurrence, l'article de Foot Mercato, il est plutôt pas mal fait. Il résume toutes les informations et c'est en français. Donc on va lire ensemble très rapidement les trucs importants. L'agence A22 Sports Management vient de dévoiler les contours du nouveau projet de Super League. Chassé par l'UEFA, les prompteurs de ce projet révolutionnaire ne lâchent rien. Et en gros, on a la déclaration un peu préambulaire, introductive de Bernd Reichardt qui dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, qu'ils ont été en dialogue sur les mois qui ont précédé, en dialogue avec les clubs pour essayer de trouver une solution et créer véritablement cette Super League. Mais en quoi consiste ce nouveau projet? Alors, première chose, cette ligue sera une compétition ouverte. Plus de compétition fermée avec une absence de promotion, relégation et avec des membres permanents. Plusieurs divisions, entre 60 et 80 équipes, donc on peut imaginer 3 ou 4 ligues, 3 ou 4 divisions peut-être. Aucun membre permanent n'existera car la participation à cette compétition se fera uniquement sur le mérite sportif via les compétitions nationales. Les clubs participants doivent rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd'hui. Donc les ligues existantes restent. C'est ce qu'on lit dans le communiqué publié par A22. Organisée dans un système pyramidal pour une meilleure redistribution des revenus, cette ligue offrira un nombre de 14 matchs européens garantis à chaque participant. 14 matchs donc de Super League qui se substitueraient à ceux des compétitions européennes actuellement organisées par l'UEFA. Donc ensuite, il y a plein d'autres petits éléments qui sont en gros la réponse à des principes qui ont été énoncés par les fondateurs de cette Super League. Avec le dialogue qu'ils ont eu avec les clubs, ils sont arrivés à 10 principes. Les voici la slide du PowerPoint. C'est relayé par Ben Jacobs qui est un peu expert du sujet là-dessus. Les 10 principes de cette nouvelle Super League, le premier, c'est que ce soit broad-based, donc accès à tous et compétition méritocratique. Ça, c'est pas étonnant que ce soit tout en haut des principes clés phares parce que la réaction à la Super League initiale a été tellement basée autour du fait que c'était une compétition fermée, qu'il y avait des membres permanents, c'était inacceptable par rapport à l'environnement du foot, pas assez d'enjeux, etc. Donc, premier truc, tout le monde peut y accéder et aucun membre permanent, promotion, relégation, etc. Deuxième chose, les tournois nationaux sont à la base, c'est comme ça qu'on se qualifie, il reste la fondation du foot, ok. Troisième point, augmenter la compétitivité avec des ressources stables et sustainable, donc en gros plus d'argent, meilleur financement et pas de clubs qui sont au bord de la banqueroute. Ça, on peut imaginer que ça séduit certains des très gros acteurs qui sont derrière le projet de Super League. Quatrième point, la santé joueur. Quatrième point quand même assez haut, la santé joueur doit être au centre du jeu, au centre de ce nouveau projet. Bon, à voir, mais l'idée grosso modo c'est de ne pas ajouter plus de matchs que ce qu'il y en a actuellement. Est-ce que le système actuel il permet une maximisation de la santé joueur? Pas sûr, mais en tout cas pas plus de matchs qu'actuellement. Ça c'est une idée phare. Les compétitions de clubs doivent être conduites de manière transparente avec des règles de fair play financier claires et bien appliquées. Ça, c'est un point qui est une opposition directe à ce qui est pratiqué actuellement par l'UEFA où c'est pas particulièrement transparent, pas particulièrement clair ou bien appliqué et créer un écosystème un peu plus compétitif et peut-être juste intéressant grâce à de la meilleure régulation financière. Sixième point, la meilleure compétition du monde, meilleure compétition de foot du monde. Ok, donc vraiment l'idée d'élever le curseur du spectacle à encore un niveau supplémentaire, augmenter l'expérience fan. Et là, le gars, il parle notamment du fait que potentiellement les déplacements à l'extérieur pourraient être subventionnés pour permettre aux supporters de se déplacer. Parce que forcément, si on a cette Super Ligue européenne au centre des choses, peut-être qu'il y aura de plus en plus de déplacements. Peut-être, même si actuellement c'est le cas avec la Ligue des Champions. Si on reste à 14 matchs, ça ne changerait pas grand-chose, mais peut-être que ça augmenterait quand même l'expérience fan en permettant de grosses cohortes de supporters visiteurs.
On est où? 8e point, augmenter, développer le financement du football féminin. Et 9e point, les paiements de solidarité, donc pour le football grassroots, de base, le football amateur. En gros, 2 points pour permettre à l'écosystème foot au global de bénéficier de plus de moyens donnés par cette Super League. Ça, c'était déjà le cas un petit peu à l'époque. Et enfin, respect pour le droit de l'Union européenne. Encore heureux, mais je veux dire, j'imagine l'idée, c'est de créer un peu un corpus commun où tout le monde adhère. Il n'y a plus trop de spécificité nationale, mais je sais pas, c'est pas le point sur lequel je suis le plus au clair, et s'il est 10e, c'est peut-être aussi parce qu'il fallait 10 points, ça faisait mieux que 9. Mais voilà grosso modo pour les nouveaux principes de cette Super League. Alors, mon avis sur la question, déjà je dois dire, je vous recommande le documentaire Apple qui est sorti il y a quelques semaines. Bon, je n'ai pas regardé sur Apple, j'ai téléchargé. Mais la guerre pour le foot, Super League, guerre pour le foot, vraiment bien, 4 épisodes, très très haute qualité, et de l'accès inside avec les protagonistes présentés, Ceferin, Agnelli, Tebas, bon, tous, Perez, avec des interviews, vraiment, un accès à tous. On est dans les congrès de l'UEFA, en mode, voilà, mouche sur le mur, fly on the wall. Documentary, c'est vraiment le truc comme Amazon, les documentaires All or Nothing, Arsenal, City, etc. Mais cette fois à l'UEFA, avec des prises de vue parfois un peu dramatiques. Mais c'est intéressant parce que le point de vue de Ceferin est présenté, clairement, mais aussi le point de vue des défenseurs de la Super League. Je dirais que c'est très équilibré dans le traitement. Ça permet vraiment d'avoir la vision et le pitch de chacun pour se faire un peu sa propre opinion. Du coup, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'après avoir vu ce documentaire, je reste convaincu que le projet initial qui était présenté il y a quelques temps, il était absolument catastrophique, calamiteux. Ce club des 10, 12, 15 avec des membres permanents, que quelques places qui étaient ouvertes, pas de système de relégation et toujours les mêmes matchs après année, c'était un format vraiment horrible, une vraie abomination. Donc ça, j'en suis plus convaincu que jamais. Et je dirais une autre chose dont je suis convaincu maintenant après avoir vu ce documentaire, c'est que j'ai absolument aucune confiance en les personnes qui sont derrière ce projet. Et ça, c'est quand même assez dramatique. J'ai pas confiance en Agnelli, même si lui, à voir s'il sera encore derrière cette idée de Super League. J'ai pas confiance en Agnelli, j'ai pas confiance en Perez, j'ai pas vraiment confiance en Laporta non plus. Donc ça n'a pas changé, c'est devenu encore pire quand on sait l'histoire entre Agnelli et Ceferin. Ceferin qui était le parrain de la fille d'Agnelli et lui qui lui fait un vrai coup tordu à l'envers. C'est fort, les histoires personnelles aussi dans ce documentaire et à travers les interviews, on peut un peu estimer la qualité morale humaine des personnes. J'ai pas confiance en ces gars-là et ça forcément, ça impacte un peu ma vision du projet. Maintenant, je veux dire que le documentaire, il met aussi bien l'emphase sur le truc, il équilibre bien les choses. Et c'est vrai aussi que, ça c'est quand même une idée, je pense qu'on a tous, on est un peu tous d'accord avec ça, c'est que les grands championnats nationaux, les 5 championnats majeurs, etc., la plupart ont énormément perdu de leur intérêt, sont quasi sans intérêt aujourd'hui. Ils sont outrageusement dominés. C'est des compétitions un peu factices, à part la Première Ligue, mais qui du coup dominent vraiment les autres. Ça s'est vu encore sur ce mercato hivernal. Et juste ça, c'est un énorme problème. Juste ça, pour moi, ça exige une solution. Les super clubs, ils sont déjà bien là, en fait. C'est pas la Super League qui va véritablement changer ça. Les super clubs, la Bundesliga, qui est un championnat avec pourtant un super niveau de jeu, des super stades, une super ambiance, une superbe communauté, etc. Mais qui, en dehors des Allemands, peut vraiment se passionner pour ce championnat qui a été gagné depuis 10 ans par le même club? Très très difficile. Notre Ligue 1, il y a aussi de super choses bien sûr, mais chaque début de saison, la cote du PSG pour gagner le titre, elle est à 1,20 quoi. Enfin, on sait grosso modo, et il n'y a pas beaucoup de suspense d'enjeu. En Espagne, 16 des 18 derniers titres ont été gagnés par les deux mêmes clubs. 95% des gens qui regardent par exemple ces 3 championnats-là semaine après semaine, ils le regardent parce que c'est là qu'il y a leur club. Ils ne regardent pas vraiment d'autres matchs, d'autres clubs, ne sont pas vraiment pris par l'intensité et l'enjeu, le suspense de ces ligues. C'est plutôt pour suivre son club semaine après semaine. Il n'y a vraiment que la Première Ligue qui offre un vrai suspense, la Serie A très récemment, parce que la Juve a totalement sombré. Donc bon, peut-être qu'on peut dire que ça peut changer à l'avenir, mais voilà. Quand des clubs dominent aussi outrageusement les championnats nationaux, pour moi c'est un vrai problème et il faut qu'il y ait quelque chose qui adresse un peu ça ou qui vienne introduire plus d'enjeux, plus de suspense un petit peu à tous les niveaux dans le foot européen. Ça c'est le premier point vraiment très très fort pour moi. On est obligé de voir un dysfonctionnement dans le système quand on voit tout ça. Le deuxième c'est que je dirais le fair play financier, qui est le mécanisme qui doit permettre d'avoir plus d'enjeux, il est bancal. Le fair play financier il est extrêmement bancal parce qu'il est mal conçu.
il est aussi très très mal appliqué, avec un conflit d'intérêts énorme pour l'UEFA qui est à la fois le régulateur et le gars qui doit appliquer les sanctions du fair play financier, mais aussi l'organisateur de la compétition qui n'a pas vraiment intérêt à ce que la prochaine Ligue des Champions se joue sans Pep Guardiola, sans Erling Haaland, sans les stars de tous les clubs qui potentiellement sont à la limite ou enfreignent les règles du fair play financier. Être à la fois organisateur et régulateur des compétitions et être constamment aussi sous la menace d'un projet alternatif. Ça, c'est voilà, le fameux serpent de mer de la Super League, etc. Quelque part, peut-être, il vaudrait mieux que ça se concrétise parce qu'à avoir toujours cette menace en trame de fond, ça limite vraiment ce que peut faire l'UEFA pour appliquer les principes qu'il s'est fixés. Et typiquement, le nouveau projet de Ligue des Champions, je le trouve extrêmement médiocre. C'est juste une tentative un peu désespérée de garder les gros clubs dans le giron pour pas qu'ils aillent fonder cette Super League. Donc voilà, dans la manière dont les choses sont actuellement aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, c'est pas comme si les choses étaient parfaites et que la Super League venait menacer une structure qui fonctionne très bien, qui satisfait tout le monde. Non, actuellement, la manière dont ça se passe, il y a de vrais problèmes à régler. Donc il y a tout ça, et ensuite je dirais que voilà, le foot, il a changé, oui c'est vrai. La division entre gros clubs et petits clubs, elle existe déjà. Le foot populaire, local, c'était quelque chose, mais au niveau professionnel, il a déjà quasiment disparu. Et le foot business, mainstream, global, hyper capitaliste, il existe aussi. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette tension entre un foot qui est local et populaire dans son origine, mais aujourd'hui qui est aussi mainstream, global, hyper capitaliste. Il y a cette tension, il y a cette crise d'identité entre jeu du peuple et show business. Les deux phases, les deux facettes de ce sport existent en parallèle, sont conjointes et on ne peut pas ignorer l'une des deux. On peut penser voilà, que c'est bien. La qualité du spectacle a clairement augmenté, sa portée planétaire a clairement augmenté. On peut très bien défendre l'argument que les Vietnamiens, les Saoudiens, etc. ont aussi le droit d'aimer le football européen, de se sentir proche de ce sport magnifique, pourquoi pas. On peut aussi penser que c'est mal pour des raisons évidentes, ça attire des personnes mal intentionnées, des fonds vautours, du sportswashing, etc. Mais on peut penser ce qu'on veut, les deux existe et ce sport business mainstream, hyper capitaliste, etc., il va pas partir comme ça du jour au lendemain. On peut pas faire retour arrière. En tout cas, c'est mon idée. Et même si personnellement, j'aimerais que voilà, ce soit un petit peu peut-être différent, voire un système beaucoup plus égalitaire où chacun a grosso modo les mêmes ressources, en football, hein, je dis, tout le monde a grosso modo les mêmes ressources, que c'est purement la qualité de ta prise de décision qui paye, pas à quel point tu peux permettre de te tromper parce que tu as des ressources infinies, et un système aussi qui donne à voir toute la diversité du foot européen, ça me plairait beaucoup, mais je suis réaliste, et du coup je suis plus intéressé par des solutions réalistes. Comment est-ce qu'on peut véritablement rendre notre foot plus prenant, et peut-être avec des régulations mieux appliquées? C'est vraiment toute la question autour de ce projet de Super League. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que cette nouvelle version va atteindre son but et va se réaliser? Je vais dire, cette nouvelle version précisément là, dans quelques mois, je ne sais pas, parce qu'il y a toute l'affaire légale autour du fait que la Cour de justice de l'Union européenne doit statuer sur le fait si, oui ou non, l'UEFA a le droit d'interdire les clubs, les frondeurs ou qui participeraient, de les interdire des compétitions, des autres compétitions qu'elle organise, par exemple l'Euro, si la FIFA est de mèche, la Coupe du Monde, et on peut imaginer que dans ce cas-là, la pression serait trop forte, que les clubs réussiraient pas à monter ce projet alternatif. Mais même si ce projet-là, à court terme, marche pas, et pourtant, franchement, il pourrait, parce que je pense qu'il est beaucoup plus complet, et il plaît plus à l'opinion publique qu'avant. Même si ce projet-là marche pas, une Super League dans quelques temps, et dans pas trop longtemps, je dirais que oui, je pense que ça va arriver. À 60-40, 70-30, un truc comme ça, 65-35. 2 chances sur 3 pour que ça se produise, je dirais. Parce que je pense que l'UEFA est pas très forte. Elle a beaucoup de revenus, etc. Mais elle dépend des clubs. Et si les clubs partent, elle n'a plus vraiment de pouvoir. 2, je pense que l'opinion publique n'est pas si réfractaire que ça. Les manifestations qu'on a vues à Chelsea, etc., qui ont mis fin au projet de Super League, le premier projet initial, je pense que c'est plus une minorité qui est très active, qui est bien organisée collectivement et qui défend de superbes valeurs. Moi, je suis très chaud avec ça. Mais je crois qu'il y a aussi une majorité silencieuse qui, honnêtement, est plutôt friande d'un nouveau modèle et un modèle plus spectaculaire, plus vers l'angle mainstream, show business, etc. Oui, je crois que ça existe aussi très fort. Et que cette majorité silencieuse, elle est là. Ou en tout cas, une grosse minorité silencieuse. Et enfin,
à part ces personnes qui ont envie de changement, je crois que les acteurs de la Super League, ils sont persistants, ils vont pas abandonner de sitôt et ils sont très bien financés. À l'époque, c'était quoi? C'était JP Morgan ou un gros fonds d'investissement, une grosse banque privée qui était derrière le projet. Là, à nouveau, sur cette nouvelle Super League, je ne doute pas qu'ils trouveront des fonds parce que la solution qu'ils proposent financièrement va rapporter plus que le modèle existant. Donc ça a des chances de marcher. Les raisons pour lesquelles j'ai quand même des doutes, c'est qu'il y a des grosses institutions qui sont véritablement opposées. Le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi qui s'est particulièrement rapproché, c'est bien retracé dans le documentaire, particulièrement rapproché de l'UEFA depuis sa prise de position très forte au moment de l'annonce de la Super League initiale. Le Bayern aussi. C'est des raisons pour lesquelles je ne suis pas encore convaincu et aussi parce que je n'ai pas confiance en les personnes qui sont derrière ce projet, comme je l'ai dit, les Agnelli, les Pérez, etc. Eux, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à leur fin et j'ai pas confiance en le bien fondé moral de leur poursuite. Donc voilà grosso modo pour mon avis sur cette question très très complexe. On verra sur les prochaines semaines, mais je pense que ce nouveau projet, cette nouvelle version qui a des parures beaucoup plus ouvertes, démocratiques, qui correspond beaucoup plus à l'opinion publique et qui est un peu en phase avec les rejets qu'il y avait eu à l'époque sur le projet initial, il a des chances de convaincre. Moi je ne serais pas surpris que sur les prochaines semaines, on voit plus de voix qui vont en ce sens. Et ouais, moi je dois le dire à nouveau, la manière dont fonctionne le foot européen actuel, avec des championnats nationaux qui sont privés de leur intérêt et un mécanisme de régulation qui devrait mettre plus d'enjeux, de suspense, d'équilibre qui ne fonctionne pas, le fair play financier actuel qui ne fonctionne pas, et ouais, je suis pas contre du changement. Peut-être pas ça exactement, mais il faut qu'il y ait du changement parce que la manière dont l'UEFA gère le foot actuellement, c'est pas satisfaisant. Voilà grosso modo pour mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.